Oui, bonsoir. Alors, je vais commencer par préciser quelques termes, parce que on parle souvent de sciences et techniques, comme on parle de Rhône-Alpes, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir l'un et l'autre, mais qu'on associe. Alors, la science, normalement, tout le monde sait que c'est ce qui permet de savoir ce qui est et comment fonctionne l'univers. Or, naturellement, au fur et à mesure de son développement, elle dévoile de nouvelles découvertes et de nouvelles disciplines qui la rendent de plus en plus complexe. Alors, le scientifique, donc, c'est celui qui connaît et qui approfondit un domaine des sciences, la physique, la biologie, la médecine, de façon à faire progresser la connaissance dans ce domaine. Alors, par opposition, enfin pas par opposition, mais par contre, la technique, ce sont des outils et des procédés qui permettent d'obtenir un résultat. Alors le résultat, ça peut être la guérison d'un malade, ça peut être créer, construire un objet, ça peut être tout ce que l'on peut imaginer. Et la technologie, parce que là aussi on fait souvent la confusion, ce sont les connaissances et les principes qui régissent la technique, c'est-à-dire le lien entre la technique, l'outil, et les sciences, la connaissance. Et l'ingénieur, le terme ingénieur, ça vient des termes engin, ça vient du terme s'ingénier. Alors, engin, c'était initialement des engins de guerre, des catapultes au début, des choses comme ceci. Alors, s'ingénier, ça veut dire mettre tous les moyens possibles en œuvre pour obtenir un résultat dans le domaine de la mécanique, de l'électronique, de la médecine, enfin tout ce que l'on peut imaginer. Alors naturellement, l'ingénieur doit avoir un minimum de connaissances scientifiques qui lui permettent d'abord de savoir un peu ce qu'il va rechercher, et puis de savoir à qui il faut faire appel pour développer son travail. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'enseignement. Alors moi, il y a quelque chose qui pour moi est très important dans l'enseignement, c'est de distinguer ce qu'on appelle un cours, ce qu'on appelle un travail dirigé et ce qu'on appelle des travaux pratiques. Le cours, ça permet de savoir. On peut dire que les travaux dirigés, ça permet de comprendre. Et puis, les travaux pratiques, ça permet d'expérimenter. Alors, souvent, les employeurs, ils parlent beaucoup de technique. C'est normal parce que ce qu'ils veulent, c'est avoir des opérateurs qui sont directement efficaces. Donc, qui vont être capables d'utiliser les machines, les outils, les logiciels dont ils disposent dans leur entreprise. Mais le problème, c'est que ces machines, ces outils, ces logiciels, ils deviennent rapidement obsolètes et que si on n'a pas la culture technologique nécessaire, on ne peut pas s'adapter à ces nouveaux produits. Alors, ceci étant posé, maintenant, on va se présenter. Donc, je vais laisser mon collègue se présenter et puis vous dire un peu ce qu'on sait de l'affaire et nous écouterons vos propositions. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que vous posiez toutes les questions que vous voulez et puis aussi que vous fassiez toutes les remarques sur la façon dont on vous a enseigné la physique, la façon dont vous a enseigné la technique, la façon dont vous auriez aimé qu'on vous l'enseigne, etc. Alors, je laisse la parole à mon collègue Louis. Bonsoir, donc je me présente, je m'appelle Guillaume Loyer, je suis professeur de mathématiques dans le secondaire, en collège plus précisément en ce moment. J'enseigne les mathématiques. J'ai l'habitude de dire que je fais partie des rares professeurs de mathématiques qui n'ont aucun diplôme en mathématiques. Mais parce que ça a été un choix professionnel qui est venu un petit peu sur le tard, comme beaucoup d'élèves en réussite, en tout cas dans le secondaire, au lycée, on m'a orienté vers une formation d'ingénieur que j'ai suivie un peu parce qu'on m'avait dit de le faire, moins par réel attrait pour le métier que je ne connaissais pas en fait finalement avant qu'on m'oriente là-dedans.
sans de jugement de ma part, mais disons que je pense que ça m'aurait pas correspondu. J'ai peur des. Et donc du coup, sur le tard, je me suis orienté vers l'enseignement, pas tout à fait par hasard, parce que je viens d'une famille dont ma maman était institutrice et mon papa aussi. Donc je crois que ça a joué beaucoup. Après, pourquoi les maths? Parce que j'avais plutôt une formation comme monsieur en génie mécanique et j'ai hésité à aller vers l'enseignement justement technologique, plus en lycée, un peu ce que j'avais suivi comme enseignement en tant que lycéen, c'est-à-dire on appelait ça les sciences industrielles, technologie industrielle, génie mécanique, génie électronique. Et finalement, mon choix s'est tourné vers les maths parce que j'aimais bien le côté langage universel, le côté abstrait, le côté je peux prendre un bâton et faire des maths dans le sable. Bon, c'est un peu une image un peu exagérée, mais dans le sens où on peut faire des maths avec rien. Les maths ne sont pas non plus forcément, comment dire, destinées à un but précis. Elles vont servir toute une myriade de sciences et de techniques derrière. Mais j'aime à penser qu'elles sont aussi un outil de construction de capacités cognitives, de raisonnement et de réflexion pour tous ceux qui les pratiquent. Et du coup, j'aimais bien ce côté-là. Et bien entendu, j'aurais dû commencer par là. Ce qui m'intéressait surtout dans le fait d'enseigner, c'était d'avoir en face de moi des jeunes à qui enseigner, en fait. Tout simplement. Donc voilà, je vais essayer d'apporter à travers mon regard et ma pratique quotidienne de mon métier des réponses à vos questions autour du sujet du soir. Voilà, alors, on vous dit là que j'ai été enseignant à l'école d'ingénieurs de Saint-Étienne, à l'ENISE, mais j'ai commencé d'enseigner à des CAP de dessin. J'ai enseigné à peu près dans toutes les classes de lycée et j'ai enseigné ensuite à l'ENISE. Donc, je pense avoir une bonne connaissance de ce qu'est l'enseignement des technologies et notamment du génie mécanique. Voilà, maintenant, on va attendre vos questions. Ou vous écoutez vos remarques. Ouais, voilà, bonjour. Merci pour ce. Je vais juste poser une question. Il faut être un conseiller très court, ça va être difficile. Alors, si c'est très court, je vais simplifier. Je vais répondre où est le problème. Parce qu'il y a un gros problème. Alors, vous êtes dans les mathématiques, c'est génial. C'est génial parce que c'est là le plus gros problème. Combien il y a de quarts dans 3 quarts? Une collège en 6e, 1 sur 2, c'est répondre à cette question. Alors, soit on est vraiment, je crois qu'on est 23e en France en mathématiques, on est vraiment des billes, soit on a un problème aussi de français, c'est qu'on ne comprend pas les questions. J'avais discuté avec des personnes en disant, mais en fait, les élèves, combien il y a de quarts dans 3 quarts, ils ne comprennent pas la question. Peut-être qu'à la limite, il vaudra peut-être mieux qu'ils ne comprennent pas la question, que c'est un problème mathématique. À vous qui êtes dans les maths, qui est au collège, on sait très bien que les mathématiques, c'est ce qu'il y a de plus... Je trouve ça génial ce que vous faites parce que c'est le plus compliqué. C'est les concepts, c'est une représentation. Vous disiez vous-même que vous mettez sur du sable et vous adorez ça. Le problème, c'est qu'il y a combien d'élèves qui adorent les maths? C'est-à-dire que le problème de base, c'est... et j'ai l'impression que la France en est vraiment... Pourtant, on a des médailles Fields, hein, c'est ça qui est fou. Il y a un gros souci au niveau mathématique, et je pense que c'est même au niveau collège, voire même plus bas, c'est que cette passion, je ne pense pas de passion, mais les mathématiques, il y a un formalisme. C'est le problème du formalisme.
Et c'est dès qu'on a un formalisme, on a quelque chose d'abstrait, et donc il faut une représentation mentale. Et c'est le souci des mathématiques, c'est que chaque personne est différente. C'est une question de câblage intellectuel. On est plus ou moins câblé pour avoir une représentation mentale des concepts abstraits. Mais si on l'a pas, on est foutu en maths, on ne peut pas le faire. C'est sûr que se représenter un espace de dimension n, on ne pourra pas. Mais on se représente en dimension 3, on voit un volume et ensuite on fait que c'est une extrapolation. Voilà, par exemple. Évidemment, si on va aller plus loin au niveau licence ou d'autres, c'est sûr qu'on ne va pas se représenter des espaces d'Hilbert ou autre chose, mais on a quand même une image de ça. Est-ce que où est le souci vraiment au niveau des maths? Et il me semble que vous êtes en 6e, je crois, c'est ça, en 6e, 5e collège. Et si justement là, ça commence à poser problème, est-ce que justement les élèves, au fil du temps, c'est foutu? C'est-à-dire que dès qu'on commence à avoir des difficultés en maths en 6e, 5e, que va-t-il devenir en 3e seconde, où en fait, effectivement, on sait très bien que pratiquement, en sciences et en technique, plus tard, il y a peu de personnes qui font des études scientifiques. Moi, le gros souci, me semble, c'est les maths dès l'école, dès le collège. Et donc, justement, je voulais en discuter, si vous parliez quelque chose sur ce problème et la difficulté que vous avez avec les élèves en maths. Alors, des difficultés avec les élèves, j'en ai plein. Mais la première qui me vient à l'esprit en voulant rebondir sur ce que vous soulignez et qui est un fait, c'est que mes élèves, moi je trouve qu'ils ont peur. Ils ont peur d'essayer, ils ont peur de se tromper, ils ont peur du formalisme. Quand je commence le calcul littéral, ça se commence en 5e. Ça s'intensifie surtout en 4e et puis en 3e. Quand les élèves ils voient les lettres débarquer dans les maths, là ça y est, il y a panique à bord et voilà. Et donc du coup, vous dire d'où ça vient et quelle est la solution, je ne vais pas avoir cette prétention, mais je crois que en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. S'attacher à mettre les élèves en confiance par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, je pense que c'est un axe de progression. Autre chose que je constate, c'est que ils sont en quête de sens. La question qu'on doit plus le poser au cours de l'année, c'est monsieur, à quoi ça sert? Donc du coup, quand on est en 6e en train de réviser les tables de multiplication, c'est assez facile de trouver des exemples de la vie courante dans lesquels ça va nous servir. Proportionnalité, pareil. Quand on est en train de faire de la double distributivité en calcul littéral, en 3e, c'est moins évident. Du coup, j'essaie de leur dire qu'il y a des choses parmi lesquelles j'enseigne qui vont leur servir directement et d'autres choses qui vont leur servir indirectement. Par là, j'entends qu'ils sont encore à un âge où leurs capacités sont en plein développement et que moi, quand ils viennent dans ma salle, en quelque sorte, ils viennent à la salle de sport, mais pour muscler le cerveau. Je leur prends un exemple qui me sert souvent. Je leur dis, vous voyez les enfants qui ont 1 an, il y a un jouet qui est assez commun, qui est une boule en plastique avec des trous en forme de croix, de triangle, de rond. Je pense qu'on connaît tous à peu près ce jeu et eux aussi le connaissent tous et je leur dis mais à quoi ça sert de faire ça? Et là ils ont la réponse.
Là, ils me disent, bah oui, mais c'est pour que le petit, il réfléchit, il n'a pas besoin de regarder forcément le trou, il regarde la pièce et puis il se rend compte que... Enfin, au début, il regarde et il essaye, et je leur dis qu'on fait la même chose. Sauf que moi, l'expérience ou les connaissances que j'ai par rapport à eux, ben, c'est un petit peu l'écart qu'il y a entre eux et le petit enfant dont on parlait avant. Et du coup, ben, c'est pas une science exacte. J'essaye de cheminer petit à petit, au fil des années, sur comment mettre à la fois les élèves en confiance par rapport à eux-mêmes et par rapport à l'école, ce qu'on leur met sous les yeux, etc. Et puis les mettre aussi en confiance par rapport au fait que ça sert à quelque chose. Mais effectivement, le côté abstrait, des fois, n'est pas aidant. Ceci étant, on a aussi des contre-exemples, puisqu'on est dans une soirée sur les sciences, on peut parler en termes d'exemples, contre-exemples, etc. Il y a des disciplines qui sont beaucoup plus concrètes. Ce n'est pas pour autant qu'elles leur servent concrètement dans la vie de tous les jours aussi. C'est très concret de dire que Napoléon, puisque c'est d'actualité, est né à telle date et est décédé à telle date. Je ne les connais plus, les dates d'ailleurs. Et je crois que je m'en suis jamais servi. Donc, voilà. Je ne sais pas que dire tellement de plus. Il y a des études PISA qui confirment ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que les élèves français, par rapport à d'autres élèves de même classe d'âge dans le monde, quand ils sont en difficulté sur un test PISA, ils répondent pas, plutôt que d'essayer. Et ça, effectivement, ça interpelle. À mon niveau, au brevet, il y a assez régulièrement au brevet des collèges un QCM. C'est très très courant que les élèves en difficulté ne répondent pas QCM. Même si on leur dit, on a fait un petit peu de proba cette année, il y a 3 réponses dont une qui est juste. Le jour où j'ai 33% de chance de gagner au loto, je joue. Et donc oui, effectivement, les points que vous soulevez, ils sont très intéressants et très présents, surtout au quotidien. De là apporter une réponse, une solution, j'en ai pas des concrètes, mais si ce n'est que je suis pas sûr que ce soit partagé par l'ensemble de la profession, le fait que justement ça puisse faire peur, etc. Des fois, là je parle en tant qu'ex-étudiant, ex-élève, des fois j'ai regretté avoir un enseignement qui était trop descendant, trop vertical, et qui faisait que personnellement je comprenais l'enseignement qu'on me proposait et du coup ça marchait très bien, mais le manque de mise en pratique, de travail collaboratif entre les élèves, etc., faisait que ceux qui ne comprenaient pas du premier coup, qui n'avaient pas la fibre, vous parliez tout à l'heure d'être câblés, d'être un petit peu programmés sur une façon d'aborder les connaissances ou les savoir-faire qu'on nous propose, et ben, je les trouvais, ces gens-là, du coup, vite mis à l'écart sur un langage qui est effectivement devient codé du coup. Alors, vu qu'on va parler d'enseignement, moi je me suis posé une question. Je me suis tout le temps dit, j'ai jamais été bon en scolaire, j'étais bon dans les sports et j'ai été bon au judo grâce à l'enseignement. Mais parce qu'ils avaient une méthodologie d'enseignement et ils ont fait de la pédagogie, les profs de judo. Est-ce que vous ne trouvez pas ça dommage que des enseignants
ne font pas de cours de pédagogie. Ou peut-être qu'ils en font, mais je crois que des personnes que je connais qui sont enseignants n'en ont jamais eu. Alors là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette remarque, parce que il y a quelques années, on s'est dit oui, les enseignants doivent faire de la pédagogie. Et on a créé des usines à gaz, des IUFM, où on fait de la pédagogie. On appelle ça les sciences de l'éducation. Et puis on s'est aperçu que, en fait, les gens savaient peut-être, parce qu'on n'a aucun moyen de voir si ça marchait, savaient peut-être enseigner, mais ils ne savaient pas quoi enseigner. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on peut être instituteur en ayant fait des sciences en ayant fait des sciences de l'éducation, mais en ayant fait un peu d'études littéraires ou un peu d'études scientifiques. Mais en fait, quand on est instituteur, on doit avoir des connaissances importantes dans ces deux domaines, dans tout un tas de domaines. C'est-à-dire que la pédagogie, c'est bien, mais si on ne sait pas quoi enseigner, ce n'est pas très efficace. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer et que les résultats PISA sont issus de cette vision des choses. Enfin, c'est mon avis à moi. Ça fait déjà quelques années que la pédagogie a pris le pas sur tout le reste. Un exemple, c'est au CAPES, quel qu'il soit, la pédagogie et l'épreuve de pédagogie à l'oral est éliminatoire. Si on n'a pas 5 de moyenne en pédagogie, on peut être excellent dans tout le reste, on est balayé. Bon, au CAPES, voilà. Donc c'est bien la preuve que la pédagogie a malheureusement pris le pas sur le savoir. Je voudrais revenir vers vous, mon collègue, à propos de la peur des élèves en mathématiques. Est-ce que vous ne pensez pas que le primat que l'on a accordé aux mathématiques en tant que critère de sélection, et j'irais même critère d'intelligence, a grandement fait que les élèves ont peur s'ils ne réussissent pas en mathématiques, notamment, parce que dans le reste aussi. Et deuxième chose, ce que vous disiez sur l'apprentissage qui est trop vertical du haut vers le bas, et que votre désir de revenir à quelque chose qui vous fasse plus participer à la connaissance et à la découverte du savoir, moi je suis très sceptique à l'encontre de cela, parce que c'est beaucoup trop lent comme apprentissage, et on en serait toujours à la découverte de la géométrie euclidienne finalement. Oui. Peut-être effectivement que ça contribue. On voit, je travaille dans un collège qui est, comment dire, où il y a des familles qui ont des grandes difficultés sociales et qui ont parfois une relation compliquée avec l'école. Et malgré tout, subsiste le fait que quand il y a une réunion de profs, ils veulent voir le prof de maths et le prof de français. Point. Presque. Je caricature, mais c'est presque ça. Donc effectivement, quelque part, j'ai la chance d'en profiter quand même. Parce que même des élèves qui sont en grande difficulté à l'école, ou dont les parents pouvaient l'être ou pas, mais enfin bon bref, ces parents-là vont dire à leurs élèves, à leurs enfants, pardon, ou leur signifier par leur présence à la réunion que les maths, c'est quand même c'est important. J'aimerais pas être à la place de certains de mes collègues qui font des matières qui du coup sont pas importantes et pour qui du coup c'est plus dur. D'où vient, enfin, je veux dire, est-ce que c'est
Je sais pas comment dire. Oui, oui, mais ça c'est quelque chose que je pense on doit un peu déconstruire au niveau jusqu'au collège en tout cas, parce que il y a quelque chose qui est un fait, c'est qu'au collège, sur un bulletin d'élèves, il n'y a pas de coefficient. Donc, l'enseignement, il est coefficienté par le nombre d'heures qu'on y passe dans la semaine. Et de fait, les maths, on est la matière qui est la deuxième en termes de volume horaire. Donc, mais si on fait de l'enseignement artistique et musical jusqu'à l'âge de 15 ans, d'être en troisième, c'est parce que on veut que dans notre société, chacun ait cet enseignement-là aussi. Donc je pense que sans déprécier la valeur et l'importance d'avoir un niveau en mathématiques et en français, qui sont quand même des choses qui vont nous servir tous les jours, effectivement, je suis d'accord dans le sens où élever les mathématiques au rang de discipline suprême, comme ça a pu l'être fait dans certaines circonstances ou par certains, ça peut être dangereux. À ce niveau-là. J'avais un collègue qui travaillait au collège où je travaille, qui travaillait en section Ulysse avec du coup des élèves en situation de handicap et qui évoquait beaucoup ce dont on parlait tout à l'heure aussi, les différentes formes d'intelligence, la façon de... Et un brin provocateur, un jour en réunion, dans un débat entre des enseignants, un brin provocateur, il dit un jour, mais en fait, Franck Ribéry, il a une intelligence que je n'ai pas, parce que en sport, en jeu collectif, il est exceptionnel, il est reconnu au niveau mondial. Par contre, effectivement, à l'école, dans des disciplines plus conventionnelles, il n'a pas su se faire reconnaître. Et il prenait volontairement cet exemple-là parce que c'était un petit peu la caricature du footballeur qui aligne quelques mots difficilement. Mais du coup, ça fait penser à tous ces chefs étoilés qu'on a en France, qui sont le fleuron de la représentation nationale et qui, pour beaucoup d'entre eux, sont passés par la filière professionnelle, ont eu du mal à l'école parce qu'ils avaient des capacités autres, une intelligence autre, c'est quand même le même mot, et qui, du coup, heureusement pour eux, ont réussi à la faire reconnaître. Mais du coup, effectivement, si on voit tout par le prisme de l'intelligence, c'est les maths, oui, c'est dangereux à mon avis. J'avais une fois un exercice dans un manuel où il y avait une forme de rébus. C'était un exercice de géométrie. Il fallait trouver les correspondances entre les points. Et finalement, ça écrivait une phrase. Et la phrase était quelque chose du style « Les mathématiques, c'est le terreau de l'intelligence ». Et je trouvais... Et c'est pas assez récent, hein, c'est un manuel qui a moins de 10 ans, quoi. Je trouvais ça un peu rude de proposer ça à mes élèves. S'il y en avait un qui n'arrivait pas à faire l'exercice en question, bah, donc du coup, voilà. Vous connaissez le pourcentage des maths? Non, on parle dans le micro. Excusez-moi, il faut garder le micro pour l'enregistrement. Le pourcentage de l'exercice mathématique pour le test de quotient intellectuel. Combien? Le pourcentage sur QI, 10%. Okay. En fait, quand vous faites un test de QI, il y a seulement 10% d'analyse de maths, le reste n'a rien à voir avec les maths quand vous faites un test de quotient intellectuel. Donc on est d'accord. Moi, j'interviendrai, j'ai envie de parler de l'équilibre entre la connaissance de sa matière
et la pédagogie. Parce que je crois vraiment que c'est un équilibre. Et pour en revenir aux différentes formes d'intelligence, bon, quelqu'un fait des études, il acquiert des connaissances en mathématiques, et il a toute sa vie, il est bon élève. Donc, il a une aptitude à recevoir le savoir, à se l'approprier, et voilà, ça coule de source. Et là où la pédagogie est importante, c'est quand elle prend aussi conscience des différentes formes d'intelligence et qu'elle a cette capacité à s'adapter et à pouvoir proposer différentes portes d'entrée. S'il suffisait d'être bon en maths pour être un bon prof de maths, eh ben, ça se sauve. Je crois qu'il faut avoir quelque chose en plus. Avoir une capacité à savoir un jeune qui n'y arrive pas, pourquoi il n'y arrive pas? Il y a des jeunes, là où c'est intéressant parfois, c'est de demander à un jeune comment il a réussi, pas comment il a échoué. Et c'est là qu'on est parfois étonné, parce qu'on se rend compte que même pour avoir un bon résultat, parfois le chemin, il est complètement il est erroné. Donc la pédagogie, c'est de savoir aussi par quel chemin on peut amener un enfant à découvrir quelque chose qu'il n'a pas encore réussi à découvrir. Et pour en revenir avant le collège, je crois que c'est dès la maternelle, la primaire, qu'il y a des choses qui actuellement ne se construisent pas. Là, il y a peut-être beaucoup de pédagogie, mais effectivement, il y a énormément d'enseignants de primaire qui ne savent pas comment fonctionne une soustraction, qui n'ont pas assez de recul sur les différentes matières qu'ils ont à enseigner. C'est vrai. Mais pour moi, la pédagogie, elle va être là, elle va servir pour voir les différentes formes d'intelligence aussi. J'ai une question. Il n'y a pas de question, d'accord. C'était déjà petite. Non, mais c'est très bien d'avoir des remarques. On n'a pas besoin que de questions. Donc, toutes les remarques seront les bienvenues. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence. Oui, je pense que le débat ne se porte pas sur l'intelligence. Je pense qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, c'est sûr, mais le débat se porte sur un enseignement. Ici, on parle des sciences et des technologies. Pas sur l'intelligence des gens. Mais c'est ce qui les constitue, Oui, mais moi je pense qu'il y a des formes d'intelligence qui seront totalement inadaptées à l'apprentissage des sciences ou des techniques. Et c'est ce que disait tout à l'heure au sujet de Ribéry. Oui, il y a d'autres formes d'intelligence, mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Alors moi, je pense qu'on en parle. Oui, non, on en parle. J'ai bien entendu. Oui, Vas-y. pour aller dans ce sens-là, je me disais, je ne crois pas avoir déjà rencontré un enfant de 4 ans qui ne commence pas à compter et à dire 2 + 2 = 4. Je ne crois pas avoir rencontré un enfant de 6 ans qui ne comprenne rien, mais absolument rien, au cours de calcul à l'école. C'est-à-dire que c'est après, c'est un peu plus tard que ça commence souvent à se complexifier. De la même manière qu'un enfant, quand il commence à parler, il a toujours un rapport à la langue. Quand il commence à compter, il a un rapport au calcul. Donc ma question, c'est vraiment, qu'est-ce qui fait ce mythe de les maths c'est dur? Et vous parliez très rapidement de la question d'intégration des lettres dans les maths, en 5e. Pour les enfants qui ont réussi les multiplications, les divisions jusque-là, alors évidemment, il y en a qui ont du mal dès le début, mais quand même, dans l'ensemble, les enfants, ils arrivent à peu près à comprendre ça. Peut-être encore moins aujourd'hui qu'hier, mais ça, je pourrais avoir un bout d'interprétation là-dessus. Mais qu'est-ce qui rend ce point particulièrement difficile du moment où, dans les maths, il commence à y avoir des lettres? Alors déjà, moi, quand je commence avec eux en 5e, je suis
toujours sur le même créneau que tout à l'heure, je leur dis mais en fait c'est pas vrai, vous avez déjà fait ça avant. Je leur dis est-ce que vous pouvez donner la formule de l'aire d'un rectangle que vous avez vu en CM2? Ils me disent bah oui, c'est grand L fois petit l. Je dis ah, vous faites du calcul littéral alors. En tout cas vous utilisez les expressions littérales. Je suis en plein dedans, je viens de finir le premier chapitre de calcul littéral avec mes quatrièmes cette année. Et qu'est-ce qui leur fait peur? Ils voient vraiment, c'est mon impression, hein, je ne prétends pas détenir de vérité là-dessus, mais ils voient vraiment ça comme une langue étrangère. Merci. Et c'est un langage, hein, d'accord. Et mais dans langue étrangère, il y a étrangère aussi. Et du coup, je l'ai encore utilisé cet après-midi avec des quatrièmes. Je leur dis qu'on fait de la traduction. On avait un exercice, exprimer la dépense en euros en fonction de N, c'était en fonction du nombre d'entrées dans un club de sport où il y avait un abonnement à l'année plus un prix à la séance. Exprimer en fonction du nombre de séances la dépense. Donc je me lâche le mot, je dis regardez, ils ont demandé d'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire trouver une expression. Trouver une expression, ça veut dire qu'on va traduire la réalité de la situation qu'on a devant les yeux dans une formule, une expression littérale. Et donc du coup, le choix des mots il est important, on traduit, on fait de la traduction. Donc je leur dis en fait, le jeu que je vous propose jusqu'à la fin de notre chapitre, ça va être ça. Ça veut dire que nous, on va être des traducteurs et on va avoir des situations réelles et on va les traduire en langage mathématique. Et puis à l'inverse, certaines questions, on va vous demander de calculer. C'est-à-dire qu'on va prendre l'expression littérale, que vous aurez trouvée vous-même ou non, et on va lui appliquer des valeurs pour voir, tiens, si dans ce club de sport, je décide d'y aller 8 séances, combien je peux. Et du coup, oui, c'est une des peurs principales que je vois, c'est ça, c'est le côté on n'y comprend rien, c'est une langue étrangère, et du coup, j'essaye de démystifier tout ça, effectivement, petit à petit. Bon, du coup, si la pédagogie n'a rien à faire là-dedans, il n'y a pas de souci, mais comment on enseigne la science alors? Faut-il juste être bon en sciences pour enseigner? Alors ça, j'en sais rien du tout. Mais ce que je suis sûr, par contre, c'est que si on est mauvais en sciences, on aura beaucoup de mal à l'enseigner. C'est ce que je peux dire. Si on ne connaît pas ce que l'on doit enseigner, je ne sais pas comment on fait. Moi, si on me demandait d'enseigner de l'anglais, je ne parle pas deux mots d'anglais, je serais bien embêté. Alors, c'est peut-être parce que je ne suis pas bon en pédagogie non plus, mais je ne sais pas. Moi, j'ai jamais appris la pédagogie, je ne sais pas si ça s'apprend. Je sais qu'il y en a qui l'enseignent, il y en a qui l'apprennent. Mais quand on voit les résultats des gens qui sortent des IUFM, on se pose des questions. Enfin, moi, je m'en pose. C'est un mix des deux. J'ai même deux questions. La première qui s'adresse peut-être aux deux, et la deuxième à Michel. Alors, la première question, c'est justement pour susciter l'intérêt de la science au niveau de l'enseignement. Il y a un prix Nobel, moi, que j'ai toujours trouvé fascinant, attractif. C'est Georges Charpak, qui a voulu vulgariser, enfin, comment dirais-je, propager l'esprit scientifique dans l'éducation. Il y a quand même un problème culturel en France par rapport aux sciences. Et donc, il a voulu propager cet esprit scientifique dans l'éducation. Et il a créé une structure qui s'appelait La main à la pâte. Alors, je ne sais pas ce que c'est devenu, parce que cet homme est mort maintenant depuis au moins une bonne dizaine d'années, plus.
Ça marchait plutôt bien, hein, sa main à la pâte, hein, parce qu'on n'était pas simplement dans le cours magistral, là, hein, ce que disait tout à l'heure Michel, la distinction entre le cours, les travaux pratiques et puis les travaux dirigés. Hein. Je crois que là, dans la main à la pâte, il y avait une illustration pratique, effectivement, d'un enseignement théorique. Donc, la première question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est devenu cette main à la pâte, est-ce que ça existe toujours ou pas? Deuxième question qui s'adresse plus à Michel, qui a une, comment dirais-je, une perspective de carrière un peu plus longue que vous, et qui peut effectivement peut-être témoigner de l'évolution de l'enseignement de l'occurrence de génie mécanique. Est-ce que toi, Michel, est-ce que tu as modifié ton enseignement au cours de toutes ces années? Alors, je pense d'abord au fait de l'évolution des technologies, hein, tu es obligé de t'adapter, mais est-ce que aussi tu t'es adapté au niveau des élèves? C'est-à-dire, est-ce que tu as senti une évolution dans le niveau des élèves? Et est-ce que, quelque part, à ton corps défendant, tu n'as pas baissé un peu tes prétentions dans l'enseignement de ta spécialité? Tu comprends ma question? Oui, alors, je comprends la question, mais j'aurais du mal à y répondre. Par contre, en ce qui concerne la main à la pâte, je ne sais pas exactement ce que c'est devenu, mais je sais par contre qu'à l'école des mines, il y a quelque chose qui s'appelle la rotonde et qui utilise un petit peu qui utilise un petit peu ce qui avait été mis en place par Charpak. Je sais que ça existe toujours. Bon, j'y suis pas allé depuis quelques temps, mais je trouve que ce que j'y avais vu me paraissait extrêmement intéressant. Donc, je crois que c'est... Alors, je vais laisser... Oui, juste quelques mots. En fait, la main à la pâte, donc c'est Charpak et Pierre Lénard et Yves Quéré qui l'ont créé, mais en fait, ils l'ont pas créé à partir de rien. Ils l'ont créé à partir d'une expérience américaine. C'était un autre prix Nobel de physique, Léon Lederman, qui avait créé quelque chose aux États-Unis, l'Universarium de San Francisco. Et ils ont pris cet exemple pour créer quelque chose qui existe toujours, alors aux dernières nouvelles, aux dernières nouvelles qui remontent à il n'y a pas trop longtemps. Il y a donc une structure qui s'appelle la main à la pâte, qui effectivement produit des documents pédagogiques pour aider les enseignants à enseigner les sciences d'une manière un peu différente de ce qui se faisait jusqu'à il y a quelques années, c'est-à-dire vraiment en favorisant la découverte par soi-même. Et alors Charpak était c'était un prix Nobel de physique, c'était un peu la caution scientifique. Il s'est beaucoup investi là-dedans. C'était vraiment l'œuvre de Pierre Lénard et Yves Quéré. Et comme j'ai un tout petit peu discuté avec ces personnes, un petit peu pas collaboré, mais j'ai un petit peu travaillé avec eux, entre guillemets, leurs intentions étaient vraiment louables et les documents pédagogiques qu'ils ont produits étaient formidables, l'expérience était formidable. Ce que personnellement je regrette, c'est que ça a été complètement dévoyé par beaucoup d'enseignants qui n'y ont vu qu'un seul aspect. Ils y ont vu l'aspect on va laisser les enfants manipuler des choses, ils se posent des questions et c'est à eux de répondre. Et il existe un site dans la région Rhône-Alpes, je ne dirais pas son nom d'ailleurs, parce que ça a peut-être évolué depuis, mais à l'époque où j'étais allé les voir, ça n'allait pas du tout à mon sens. Les jeunes allaient sur place, manipulaient des choses, ils avaient plein de questions, ça s'est réussi, c'est formidable, mais après les réponses, ils ne les avaient pas. On les laissait tout seuls à se poser des questions sans aucun moyen de répondre. Et concrètement, ça crée des jeunes frustrés parce qu'ils avaient des questions et pas les réponses. Donc la main à la pâte, c'est formidable quand c'est fait jusqu'au bout par des personnes qui connaissent les domaines qu'ils traitent et qui savent où il faut aller. Mais je trouve que trop souvent, ça a été complètement galvaudé, ça a été mal utilisé et ça aboutit au contraire de ce que c'était censé permettre d'obtenir. J'ai pas fini peut-être de répondre. Oui, j'ai pas fini.
Alors, d'abord, tu as parlé de mes perspectives de carrière. J'ai pas de perspective de carrière il y a longtemps déjà. Mais c'est vrai que ma carrière, bon, j'ai commencé, comme je l'ai dit, à enseigner à des CAP de dessin industriel. J'ai à peu près fait toutes les classes. J'ai enseigné au CNAM. Évidemment que mes façons d'enseigner ont changé. Alors, non seulement les matières, bien sûr, non seulement les disciplines, mais sans doute que les façons d'enseigner ont changé. Et si je devais maintenant encore enseigner, je ne sais pas comment je ferais, mais je ferais sans doute autrement. La question, c'est est-ce que tu t'es adapté au niveau des élèves ou est-ce que tu n'as pas constaté d'évolution dans le niveau des élèves? Ah moi, j'ai essayé de m'adapter au niveau des élèves. Alors, c'est un peu difficile parce que quand on est dans un lycée, évidemment, on a des niveaux très, très, très différents. C'est sûr qu'à l'ENISE, vu qu'il y a une certaine sélection et que c'est des gens qui, théoriquement, savent ce qu'ils viennent chercher, donc oui, mais on s'adapte au niveau, mais je pense que c'est pas trop difficile. Alors, c'est peut-être plus difficile, mais beaucoup plus intéressant, c'est le CNAM. Alors, le CNAM, pour ceux qui ne savent pas, c'est des cours du soir que des gens qui travaillaient, ça a un petit peu disparu, mais ça existe encore, venaient, après leur travail, suivre des cours le soir et finissaient par, ceux qui allaient au bout, par obtenir des diplômes d'ingénieur du CNAM, qui est un diplôme qui est très reconnu. Et là, effectivement, il fallait s'adapter parce qu'on avait absolument tous les niveaux, mais ça marchait relativement bien. Parce que, pourquoi ça marchait? Pour une raison bien simple, c'est qu'ils étaient motivés, s'ils venaient, c'est qu'ils avaient envie de venir, et qu'ils avaient envie de réussir, et ça marchait très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Non, je sens ce que tu veux dire. Oui, mais tu comprends la question, vas-y. Attendez, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne le micro pour le dire. Non, tu n'as pas mal posé ta question, mais simplement je sens derrière ta question une espèce de critique qui porte sur ce qui se passe maintenant, et où, étant donné le niveau relativement bas de certains élèves et de la plupart des élèves maintenant, on se contente du minimum vital. C'est ça. Alors, je reviens sur ce que disait Michel. On est obligé de s'adapter au niveau des élèves. Si on veut être productif, si on veut que ce soit efficace, si on ne veut pas les désespérer, on est forcément obligé de les prendre là où ils sont au départ. Mais ça ne veut pas dire qu'on va en rester là. Et nous avons tous, en tant qu'enseignants, une visée qui est celle de je dirais une amélioration des élèves, quelle qu'elle soit, sans fixer un seuil. Chacun va arriver à un seuil différent, selon l'endroit d'où il est parti, selon son travail, selon les capacités qu'il a, selon ce qu'il a développé. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on s'adapte au niveau de départ de chacun, mais on essaie de le porter le plus haut possible, selon ce qu'il a en lui et ce que nous pouvons lui apporter. Parce que ce que nous pouvons lui apporter, souvent, c'est pas évident. On parle de pédagogie et on découvre par moments d'une manière, je dirais, très tardive. Moi, je vais vous donner mon expérience. J'ai compris, peut-être au bout de 30 ans de carrière, pourquoi mes étudiants ne comprenaient pas quelque chose qui me semblait d'une telle évidence que je les trouvais complètement idiots. Non, j'exagère, parce que j'ai jamais trouvé mes étudiants idiots. Mais c'était à peu près ça. Bon. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr. C'est parce que en français, c'est comme ça et que... Et à partir de ce moment-là, tout a bien fonctionné. Et donc, on découvre petit à petit, au cours de sa pédagogie, alors, moi, j'aime pas le terme pédagogie, mais au cours de sa pratique, au cours de son attention aux élèves, au cours de cette volonté d'ambition. Moi, je trouve qu'on n'est pas assez ambitieux avec eux, pas assez ambitieux. Il faut qu'ils deviennent plus riches quand ils sortent que quand ils sont rentrés chez nous. Voilà. Et on découvre des choses au fur et à mesure. Si on n'est pas nul, ni intellectuellement ni moralement,
on s'aperçoit qu'on a fait des erreurs, on s'aperçoit qu'on n'a pas été bon ici, on s'aperçoit qu'on s'est trompé, on s'aperçoit qu'on n'a pas compris, nous non plus, et qu'il faut rectifier le tir. Mais jamais en rester là où on les prend. Hein. On est payé pour les faire progresser autant qu'on le peut. Voilà. Dans l'enseignement aussi, il faut leur donner confiance. Donc vous faites un petit peu du coaching avec les élèves. Oui, d'ailleurs, on va revenir aux mathématiques. Je ne sais pas quel est le rôle de, comment on dit, les contrôles dans vos établissements secondaires. Évaluation, merci, madame le professeur de mathématiques. Évaluation. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très traumatisant pour les enfants, je trouve. Et on a l'impression de les enfermer sans arrêt dans l'état où on les perçoit comme ça par évaluation. Et on en a été arrivé, moi j'ai été frappée par, non pas mon expérience personnelle, mais c'est parce que je voyais mes petits-enfants, mes enfants, etc., de l'importance que prenaient les évaluations sur le cours. Il y avait plus d'évaluations, finalement, que de cours, à la limite. Donc, on revenait à ce que tu disais, Michel, c'est-à-dire qu'on évaluait des trucs, mais on n'avait pas de substance, quoi, finalement, dedans, ou on ne progressait pas tellement en matière de substance. Alors, où on en est la quantité d'évaluation en mathématiques? Alors, on enseigne dans un cadre qui nous est imposé. Et il y a quelques années, on m'a demandé de faire une évaluation par semaine. Bah si. Donc, effectivement, je trouve que ça fait beaucoup. Après, les évaluations prennent différentes formes. Et puis elles ont des rôles différents. On peut faire un diagnostic sur l'état des lieux d'un domaine qu'on aborde mais qui a déjà été abordé précédemment. Donc on peut faire une évaluation en début de chapitre, même juste pour voir où on est, ce qu'on en est. On peut faire des évaluations sur des choses très mécaniques, très techniques. Dernièrement, je viens d'apprendre la règle de multiplication de deux nombres relatifs. C'est très technique. Il n'y a pas de compétences derrière, de raisonnement, etc. Donc du coup, le sujet de l'évaluation, il est vaste et il est aussi sujet à débat parmi les professeurs, puisque on nous demande, par exemple, il y en a qui ne jurent que par les compétences, et il y en a qui vont jurer que par les notes. On nous demande de faire l'un ou l'autre, mais on se rend compte finalement que dans les examens, les deux cohabitent. L'évaluation, c'est un débat perpétuel. Mais effectivement, c'est dur, je trouve, pour revenir sur les sujets qu'on a déjà abordés, la peur, des maths, la confiance en soi, etc. On a parlé de coaching tout à l'heure. C'est dur, des fois, en tant qu'enseignant, en tout cas au collège, de rendre des copies, de rendre des notes à des élèves. Je n'aurais pas envie. Des fois, j'ai pas envie de leur rendre une note parce qu'en fait, j'ai surtout envie de prendre 10 minutes avec l'élève et lui expliquer pourquoi cette note et puis qu'est-ce qui. Mais en fait, ils sont 30, 10 minutes fois 30 fois le nombre de classes que j'ai, en fait, c'est pas possible. Donc on essaye de faire ça par imprégnation au quotidien, de lui montrer que peut-être toi ton objectif c'est pas la note, mais c'est que je te préviens, je vais bouger. Tu progresses, c'est qu'il y a des choses qui passent petit à petit. Je pense que on a aussi, j'en ai pas encore parlé, mais on a aussi des objectifs qui sont complètement différents selon
le niveau où on enseigne. Tout à l'heure, tu disais que effectivement les élèves à l'ENISE ils savent pourquoi ils sont là. Moi, j'ai parmi mes élèves, pas tous heureusement, mais j'en ai qui, malgré leur jeune âge, n'ont pas du tout envie d'être là avec moi. Donc, un de mes premiers défis, c'est de leur convaincre que je vais leur servir à quelque chose. Et donc, du coup, effectivement, l'évaluation, à la fois, normalement, elle sert à savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ce qu'on nous a enseigné, mais à la fois, elle peut être à double tranchant et aussi exclure certains élèves parce que les notes qu'ils obtiennent leur renvoient tout sauf de la confiance et l'intérêt dont on parlait tout à l'heure pour telle ou telle matière. Je vais parler de mon cas personnel. On parle d'évaluation. Et puis, après, on parle de notes. Alors moi, j'ai une sainte horreur des notes, des classements, des prix, que ce soit les Oscars, les prix littéraires, les classements de ceci, les classements de cela. Ça, j'en ai horreur. Par contre, j'étais pas un bon élève, mais j'adorais les évaluations, parce que c'est l'endroit où j'apprenais le plus de choses. J'ai passé un certain nombre de concours dans ma vie, puisque c'est la règle, et j'ai jamais appris autant de choses que quand je passais les concours. Donc l'évaluation, je pense que c'est pas mal pour se forcer à exprimer tout ce qu'on connaît et à vraiment rechercher et travailler. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Une question, qu'est-ce que ça fait de rire de tout ça? Je m'adresse un peu aux profs de maths parce qu'on a toujours tendance à dire que les maths c'est pas drôle. Les élèves disent ça. Moi j'essaye de faire en sorte que ce soit drôle. Bah oui. Après, ça dépend de chacun aussi. Moi, l'humour fait partie de mon mode de fonctionnement, donc je suis un petit peu obligé. Et mes élèves aussi, parfois de conséquence. Non, juste une réaction sur le... qui vient comme ça, hein, sans trop de préparation, mais le tunnel, le fait qu'il soit arrivé en face, ça me fait penser aussi... moi j'avais été impressionné, j'étais encore enfant, je crois, jeune. Le pont... le viaduc de Millau. Oui. Ça fait un peu le même effet parce qu'ils ont avancé le tablier et il ne fallait pas se rater. Moi, j'ai une intervention qui peut être assez longue. Mais, ah non. J'ai des étudiants qui me connaissent, donc ils savent que pour aller dans le sens de Millau, ils sont allés quand même au bout des choses, puisque lorsqu'ils ont mis le dernier tablier, ils ont mis une bouteille de champagne entre les deux tabliers, et ils ont attendu que le soleil se lève, et avec la dilatation des éléments, la bouteille de champagne s'est rompue. Donc ça donne une idée de la qualité du calcul qui a été fait. Moi, j'aurais une question, en fait, pourquoi est-ce qu'on enseigne? Parce que, finalement, les premiers cours qu'on fait à l'école, c'est les cours de français. Or, c'est notre langue naturelle. On a des cours de français. Pourquoi est-ce qu'on aurait des cours de français alors même qu'on est en France? Ça paraît totalement illogique. On parle notre langue. Et seulement, on essaie de nous expliquer que la langue, il y a une grammaire, il y a du vocabulaire, il y a de la sémantique, il y a du sens. Et puis un jour, en cours de français, on nous apprend la poésie. Quelqu'un peut-il m'expliquer à quoi ça sert?
Est-ce que ça va nourrir quelqu'un? Est-ce que ça va, à un moment ou à un autre, faire pousser des plantes? La poésie, eh bien, ça fait partie des cours de français. Quand on arrive à un certain niveau, on fait des cours de poésie, où on apprend ce qu'est un alexandrin. Mais à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on sent de la poésie? Et pourtant, finalement, il nous reste ça, parce qu'il y a eu des moments où on a senti quelque chose, une émotion, quelque chose. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à me rappeler plus des cours de poésie que certains cours que j'ai eus de grammaire classique. Et si on regarde dans les programmes, dans la plupart des pays dans le monde, les mathématiques apparaissent à peu près en même temps que les cours de français. Parce que, quelque part, ce que à un moment donné, tu appelais une langue étrangère, est en réalité une autre langue qui fait partie de notre compréhension de la représentation du monde, mais qui est une langue qui permet de comprendre le monde au même titre que le français nous permet de communiquer. Et c'est un petit peu pour ça qu'on l'enseigne en même temps. Mais est-ce qu'on pourrait faire l'économie de l'enseigner? C'est ça toute la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on pourrait apprendre sans enseignement? Et c'est là que souvent on se pose la question, pourquoi on fait des évaluations? Tout ça, c'est à côté, je crois, de la plaque. En réalité, il faut se poser la question, est-ce qu'on pourrait acquérir un niveau de compétence, d'analyse, de réflexion, sans qu'on nous l'enseigne? Est-ce qu'on peut être des purs autodidactes? Il se trouve que l'histoire semble nous dire le contraire, et que depuis l'aube des temps, dès l'instant où on a commencé à comprendre quelque chose, on a voulu le transmettre, et la capacité de transmettre, qu'on appelle souvent la pédagogie, mais en fait, c'est la capacité de transmettre. Cette capacité de transmettre crée l'enseignement. Peut-on avoir une société évoluée, on mettra ce qu'on voudra dessus, sans enseignement? Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on enseigne? Après, le fait qu'on enseigne les mathématiques, qu'on enseigne le français, en réalité, on enseigne une langue pour comprendre le monde et pour communiquer au monde, pour communiquer aux autres. Moi, j'ai la chance d'avoir des étudiants. Je leur dis, voilà, lisez le bouquin de Newton. Je trouve la traduction française extrêmement élégante. Principe mathématique de la philosophie naturelle. Et cette phrase me plaît beaucoup parce que, quelque part, principe philosophique de la nature. Comment je comprends la nature? Et vous vous apercevez que, in fine, il met beaucoup de mots pour dire des choses qu'aujourd'hui, mathématiquement, on exprime de manière très courte. Et quelque part, à ce moment-là, si on se dit pourquoi on enseigne les maths, il faudrait se dire pourquoi on enseigne le français, pourquoi on enseigne l'anglais, parce qu'on se dit il faut que la personne communique. Pourquoi on enseigne l'anglais alors que les gens parlent français? Parce qu'on se dit il faut qu'ils puissent communiquer avec d'autres personnes dans d'autres mondes, dans d'autres pays. À mon sens, les mathématiques sont la seule langue qui est parlée de la même manière, quel que soit le pays. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Parce que même ceux qui marchent avec la tête en bas, de l'autre côté du monde, eh bien, font les mêmes mathématiques que nous. Et les humains ont toujours cherché l'universalité quelque part dans leur expression, dans leur langage, dans leur pensée. Les mathématiques en font partie. Donc, quelque part, la question n'est pas de se poser pourquoi on enseigne les mathématiques
Parce qu'à ce moment-là, pourquoi on enseigne la peinture? Pourquoi on enseigne la musique? Et on sait la difficulté qu'a un enseignant de musique au collège ou au lycée. Je les plains, hein, d'ailleurs. Parce qu'eux, en plus, on leur dit « vous servez à rien ». Alors après, est-ce que la musique ne sert à rien? Et dans ce cas-là, autant dire que l'enseignement ne sert à rien, ce qui voudrait dire qu'on pourrait apprendre les choses sans les autres. Et ça, je ne le crois pas. Je pense qu'il serait difficile dans une courte vie humaine de redécouvrir tout ce qui a été découvert depuis que l'homme est là. Bon, déjà, pour commencer. Donc il est bien nécessaire parce que moi on a vu avec nos enfants des expériences pour redécouvrir le tiède, c'est passionnant, ça prend 3 heures, alors qu'on pourrait en 2 minutes expliquer les choses. Hein. Bon, je me rappelle l'expérience avec des bocaux, avec de l'eau, il fallait mettre de l'huile dans l'un, un caillou dans l'autre pour voir si ça tombe plus vite, tout ça. Bon. Il n'y a pas besoin de 10 heures pour faire ça et pour comprendre ça. Donc déjà, on pourrait faire l'enseignement. Enseigner, c'est faire une économie de temps. C'est aussi permettre de donner des choses que l'on connaît, que l'on maîtrise, que l'on a avérées depuis longtemps, et pas de chercher à faire redécouvrir toujours tout par les choses par soi-même. Je crois que c'est pas possible. Autrement, il faudrait vivre éternellement. Quant à l'utilité de ce que l'on enseigne, moi je disais tout le temps, tout sert à tout et rien ne sert à rien. Pas plus l'anglais que le japonais, que l'autanto ou je sais pas quoi. Il n'y a pas d'utilité à chercher d'abord à quoi que ce soit, à mon avis, si ce n'est autre chose qu'on n'appellera pas utilité. Et d'autre part, en la matière, la géographie ne nous sert à rien, l'histoire ne nous sert à rien, l'anglais me sert à rien, parce que si je vais habiter en Chine ou dans un endroit où il n'y a que des gens qui parlent le Wu, eh ça ne me servira à rien. Donc, il ne faut pas se poser l'enseignement en termes d'utilité. Moi, ça m'énerve terriblement de parler en utilitarisme. Quant à l'universalisme, tu me permettras, Gauti, de te reprendre là-dessus. Je pense que les gens ne cherchent pas l'universalisme. Par nature, on cherche plutôt à se replier sur soi-même, et l'individualisme est singularité. L'universalisme, c'est un énorme effort de la pensée. J'irais même jusqu'à dire que c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à avoir tant envie de connaître les mathématiques quand on a 15 ans. Une question là-bas, mais peut-être que vous voulez réagir? Je ne vais pas philosopher sur l'enseignement, vous l'avez bien fait tous les deux, mais surtout, moi, ce qui me paraît important, c'est la méthode. Hein. Je crois à la vertu de la méthode. Et pourquoi, en France, on ne copie pas ce qui marche ailleurs, hein. Et je pense à la méthode de Singapour en matière d'enseignement des mathématiques. Je voudrais d'abord nous expliquer ce que c'est que la méthode de Singapour, hein, et qui fait des prouesses. Hein, qui fait des prouesses. Hein, dans les classements PISA, c'est d'abord les pays asiatiques qu'on voit. Hein, pas que Singapour, la Chine, l'Inde, voire l'Iran. Il est très bien passé mathématiques. Voilà, donc pourquoi on ne fait pas du benchmarking, là, pour parler français, et qu'on ne va pas prendre d'ailleurs ce qui marche bien, et notamment dans les mathématiques avec cette fameuse méthode de Singapour. Alors, une fois de plus, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse définitive, mais je crois qu'il y a beaucoup d'affect qui rentre en jeu dans l'enseignement, parce que on a tous eu des expériences positives ou négatives en tant qu'élèves ou étudiants. On a tous je crois, des enseignants qui nous ont marqués et qui
Et moi, par exemple, quand je me présente dans un endroit que je ne connais pas, les gens, et je leur dis je suis prof de maths, c'est très clivant. J'ai ceux qui sont prêts à me prendre dans leurs bras et ceux qui me... Donc, quand je peux parler d'affect, c'est que c'est quand même... Enfin, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui reste... Et je trouve qu'il est parfois difficile de discuter méthode, pour revenir à la question, parce que tout à l'heure on évoquait le fait que le professeur de maths, qui est M. Capes de maths, il a toujours été bon en maths, et c'est dur de lui dire que finalement le monde, la façon dont on lui a présenté les maths, il faudrait peut-être la présenter autrement, alors que lui s'est construit à travers cette façon-là. Et voilà, après je soulève un point d'interrogation, hein, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais je pense qu'il y a beaucoup d'affect dans l'enseignement, autant du point de vue de celui qui enseigne que celui qui reçoit, que du coup remettre les choses en question, c'est pas facile. Et du coup, il y a un peu des chapelles, et chacun défend sa chapelle. Et du coup, tout à l'heure on parlait soit de pédagogie, soit de savoir. On peut avoir des fois des visions qui s'opposent, mais que le juste milieu et la mesure, prendre un peu partout, parce que je pense qu'il y a un peu de bon partout. Là, c'est pas facile. Oui, moi je sais pas bien. J'entends effectivement que le classement PISA nous montre que ceci, que cela. C'est sans doute vrai. Mais c'est vrai que le niveau des élèves, globalement, ne nous paraît pas bon. Mais ils savent certainement des choses que nous ne connaissions pas à leur âge. Évidemment, ils ne savent pas aussi les choses que nous connaissions. Alors, moi je suis, comme Mireille, je suis tout à fait opposé à ce qu'on parle que d'utilitarisme. À quoi ça sert? Ben, ça sert, je dirais tout simplement, être moins bête. Alors, qu'on appelle du français, c'est bien, des mathématiques, c'est pas mal, de la physique, c'est très bien, de la technologie, ça me plaît bien, de la musique, j'aurais bien aimé apprendre la musique, je ne l'ai pas appris, tant pis. Le dessin, c'est bien. Oui, il y a plein de choses qu'il faut apprendre, et que plus on en apprend, eh bien, plus on a envie d'en apprendre. Et il est vrai que s'il y a des pays comme l'Inde, comme la Chine, qui nous semblent beaucoup plus bien meilleurs que nous, je pense que chez nous, enfin chez nous, je parle dans les pays occidentaux, les élèves, beaucoup d'élèves sont testés. Et effectivement, donc, ça donne une moyenne qui est peut-être pas très bonne. Mais je pense que dans des pays comme la Chine, comme l'Inde, ben, on doit tester les meilleurs. Et donc, ça fausse un petit peu le travail. Et puis, c'est vrai que dans les pays occidentaux, ben, on vit bien. Donc, on a peut-être un peu moins envie de faire des efforts aussi. Voilà. Oui, je trouve qu'on mélange pas mal de choses. Je trouve qu'il y a un lobby-boulga. Déjà, au niveau des mathématiques, je ne comprends pas trop comment on se concentre là-dessus. J'ai l'impression que les ingénieurs s'en foutent un peu des maths, dans le sens où, en fait, les maths, c'est un outil. Alors, quand on est bon en maths, bah, ça coule tout seul. Enfin, ils s'en foutent complètement. C'est comme si on disait je suis super passionné de mon marteau. Non, ils s'en foutent de son marteau. Ce qui va être intéressant, c'est ce qu'on va en faire. Et donc, un ingénieur, il s'en fout des maths, ça marche pour lui.
c'est pas le problème de la difficulté des maths, c'est que c'est un outil de travail, mais en fait, souvent les ingénieurs ils sont là parce qu'ils savent qu'ils vont faire un métier intéressant et surtout avec un bon salaire. J'ai eu pas mal d'ingénieurs où ils n'avaient pas beaucoup de difficultés à l'école, donc du coup pas beaucoup de difficultés en maths. Donc ils ont fait une grande école parce qu'en fait ils savaient très bien qu'à la sortie ils allaient avoir un job tout de suite et un salaire élevé. Donc alors c'est cette catégorie-là, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu à part. Moi, on est bon en maths, je suis pas passionné, parce que si on est passionné de maths, on fait un doctorat de maths, on ne fait pas ingénieur. Parce que si vraiment on est passionné de mathématiques, on ne fait pas ingénieur. Parce que l'ingénieur, c'est pour justement inventer, voilà. Sinon, on se met dans le domaine de la physique, encore physique théorique, et encore, on fait pas que. C'est encore un outil de mathématiques. Donc là, je pense qu'au niveau maths, oui, c'est juste un outil, c'est tout. Comme les langues, c'est un outil. Il y a des métiers où les maths n'ont pratiquement pas été utilisées, mais par contre, il va falloir un niveau linguistique extraordinaire parce qu'il va falloir parler 4, 5, 6 langues, et d'ailleurs, certaines personnes sont embauchées pour ça. Soit parce qu'elles adorent ça, soit parce qu'en fait, elles ont une certaine facilité, et c'est pas forcément la passion de la langue, mais c'est le fait d'échanger et d'avoir un travail lié avec un autre outil. Donc, je pense que là aussi, c'est surtout un outil de base. Mais ça n'a rien à voir avec l'enseignement. Pourquoi enseigner? C'est surtout au départ, donc là c'est les adultes, mais il y a les enfants. Mais c'est surtout comprendre notre monde. La majorité des gens ne le comprennent pas. Et si on pose des questions simples de l'espace, de l'astronomie et de la science de la vie de la Terre, on se rend compte que le niveau est très bas. Et je pense que l'enseignement, il est là. C'est pas une question que de mathématiques, c'est une question d'enseignement général. Le niveau est excessivement bas. À l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, beaucoup de personnes sont dans des idées, des idéologies, qui pensent certaines choses où il y a énormément aussi de fake. Ils n'ont absolument pas un état d'esprit pour essayer de voir du vrai, du faux au niveau des sciences et tout ce qui se passe. Et c'est surtout là, l'enseignement, ce qui est pour moi complètement essentiel, sinon ça va être une catastrophe. Et je pense que là, c'est vraiment l'enseignement et l'éducation au niveau de l'école. Si on ne fait pas ça, ça va être une catastrophe. C'est qu'on a des élèves. Il y a un livre qui est sorti, j'adore ça, qui s'appelle, le titre je l'adore, c'est Le Crétin Digital. On a des élèves qui ne peuvent plus se concentrer. Il y a un autre livre aussi qui est L'apologie du poisson rouge, c'est un titre de ce style-là, qui ne peuvent plus se concentrer, qui n'ont aucune connaissance sur le monde, sur la vie, sur la science de la Terre, ne savent rien. Et donc, évidemment, ce sont des éponges. Et là, on voit vraiment des catastrophes. Donc là, on est vraiment en dehors de l'ingénieur qui est super bon en maths, et de toute façon, qui aura un super job avec un super salaire. Mais c'est surtout au niveau des élèves. C'est pas forcément qu'ils soient passionnés des maths ou qu'ils adorent ça, mais surtout qu'ils puissent se comprendre le monde, pour s'interroger et pour surtout avoir une idée de ce monde et pouvoir justement se poser des questions. Et on devrait même plutôt faire de la philosophie déjà dès le départ. La première chose qu'on doit apprendre, c'est dès tout petit, faire de la philo, s'interroger, essayer de comprendre ce qui nous entoure. Et la plupart du temps, non, ils n'ont pas les outils, que ce soit mathématiques ou autres. Pas de question. Merci. En effet, je pense qu'on ne fait pas cette philo. Je pense qu'on aurait dû commencer la philo un peu plus tôt qu'en terminale. Ça peut être quelque chose de vachement intéressant pour comprendre un peu mieux le monde et essayer de voir justement ce monde avec différents points de vue. Pour l'éducation et l'apprentissage des sciences et des techniques en général, je pense que ça passe par plusieurs étapes, comme on a dit plus tôt, qui sont représentées par les CM, qui vont d'abord nous orienter vers des cours magistraux qui vont nous orienter vers une direction. Et après, c'est à nous, durant les TD, d'expérimenter ce qui se passe et quand même de regarder, de pratiquer pour ancrer ce savoir un peu en nous. Parce que savoir quelque chose, c'est pas du tout la même chose que le pratiquer, le comprendre vraiment. Et c'est essentiel de bien comprendre ce qu'on fait. C'est un des problèmes, je pense, justement dans l'enseignement des maths et des sciences, c'est que on nous dit que ça existe, et lorsque, par exemple, on fait des exercices,
on sait que la réponse est apportée. On sait qu'il y a une réponse quelque part, que quelqu'un la connaît, et que sans trop faire d'efforts, on peut l'obtenir. Par exemple, en cherchant sur Internet, en allant regarder une vidéo sur YouTube, ou simplement en écoutant la correction du professeur. Et c'est quelque chose qui n'incite pas du tout à devoir chercher par soi-même. À ce moment-là, on ne pratique pas, même si on regarde la correction ou une méthode donnée par un professeur ou sur Internet, même si on l'apprend, au final, ça n'aura pas servi à grand-chose parce que on l'aura peut-être oublié. Et dans tous les cas, on ne saurait pas refaire forcément quelque chose, même de simplement un peu différent. Et c'est quelque chose qui est vachement dommage. C'est un peu comme un jongleur. On lui dit jongle avec des balles. Enfin, quelqu'un qui ne sait pas jongler, on lui dit jongle avec des balles. Regarde, je te montre comment on fait. Et bah, il peut pas le faire. C'est au bout d'un moment, à force d'efforts, de pratique, il va commencer à sentir le mouvement des balles, un peu à l'instinct, je dirais, mais c'est fait avec la pratique. Il le voit au bout d'un moment. Et sans ça, voilà, il peut pas apprendre à jongler rien qu'en regardant quelque chose, rien qu'en l'apprenant. Ce qu'il vient de dire est intéressant, mais je crois que c'est un peu hors sujet. Mais bon, c'est tout. Alors, je ne sais pas si c'est hors sujet, parce que ça rejoint ce que vous disiez au début quand même, de comment il est important non seulement d'apprendre à savoir ce qui vient de l'autre, mais de l'expérimenter, de l'éprouver, de le rencontrer. Et moi, je suis psy, hein, c'est mon boulot, j'ai l'impression que l'enseignement, la transmission, ça dépend vraiment de où on met le savoir. C'est-à-dire que soit on a quelqu'un qui sait, voilà, moi je sais, puis je vais te dire ce qu'il faut. Soit on a quelqu'un qui a moi je sais quelque chose, et toi tu vas rencontrer ce savoir-là. Et c'est toute l'articulation entre le cours magistral et le travail dirigé, c'est toute l'articulation entre l'enseignement et les exercices. Ce que vous disiez tout à l'heure, hein, il me semble qu'il y a un moment donné, on apprend quelque chose, il y a une dimension. Pourquoi est-ce que l'humain enseigne? Parce qu'il a quelque chose à transmettre. Hein, et puis après, comment chacun peut s'approprier ça? Mais faire comme si c'était une opération mécanique de transférer un savoir d'un cerveau à un autre, c'est omettre complètement que l'être humain est beaucoup plus compliqué que son cerveau. Dit comme ça, je comprends. C'est une opération de traduction. Alors, qui veut intervenir après ça, sachant que la vie c'est une prise de risque. Hein. Si on ne prend pas de risque, on s'ennuie. Vous n'avez pas vu, excusez-moi. Très bref, moi je suis un petit peu cinéphile. Alors à propos des mathématiques, je vous invite, alors il n'est plus à l'affiche, à aller voir le théorème de Marguerite, un excellent film sur ils l'ont vu, à quoi je fais référence, donc, sur les mathématiques. Et en particulier tout à l'heure je pensais au langage universel des mathématiques, puisqu'à la fin de la dernière séquence du film, c'est qu'elle démontre un théorème qui était indémontrable devant un parterre de mathématiciens internationaux, et tous comprennent sa démonstration. Deuxième point, l'importance des mathématiques. Un autre film, c'est Les Femmes de l'ombre, un film américain, donc des femmes noires, en fait, ont permis de calculer tous les courbes. Alors, je ne fais pas ces détails, mais qui ont permis d'amener la fusée Apollo sur la Lune, l'amérissage du module lunaire, etc. Et troisième référence, par rapport à l'enseignement, à l'utilité de l'enseignement, je pense au film de Ridley Scott, Napoléon, que j'ai vu, qui est un divertissement tout à fait honorable, qui est un divertissement américain. Et effectivement, tout ce qu'on a pu acquérir sur le plan historique permet de décoder les différentes erreurs du réalisateur Ridley Scott, qui d'ailleurs a totalement assumé ses erreurs en disant « je n'ai pas voulu faire un film historique ». Mais bon, il y a quand même des erreurs. Il a voulu faire un film. Qui sautent aux yeux. Voilà. Et puis enfin, je voulais, par rapport à l'acquisition des connaissances, effectivement, je pense qu'effectivement, il y a les 4 stades de l'acquisition des connaissances. D'abord, la compétence inconsciente, je sais que je ne sais pas. Ensuite, l'incompétence consciente. L'incompétence inconsciente, je ne sais pas que je ne sais pas.
Ensuite, l'incompétence consciente, je sais que je ne sais pas. Ensuite, la compétence consciente, je sais que je sais. Et enfin, le dernier stade, c'est la compétence inconsciente, c'est-à-dire je fais les choses de façon totalement automatique. Et en fait, je le fais de façon totalement automatique que je reviens sur l'incompétence inconsciente. Voilà, c'est une remarque complémentaire par rapport à tout ça. Merci. Moi, je suis ravie de voir le mot inconscient émerger au milieu de tout ça. Encore les mathématiques, il y a quand même un truc, je ne sais pas si ça existe en science, mais les personnes les plus curieuses et les plus bizarres sont peut-être les mathématiciens. Je pense toujours à Grégory Perelman. C'est quand même hors norme parce que c'est. Bon, je pense que c'est pas la peine que je le décrive, tout le monde le connaît en fait. Donc c'était quelqu'un qui maintenant complètement reclus, qui a abandonné les mathématiques, mais un génie complètement hors norme. Et je pense que les gens ont un petit peu l'image du mathématicien comme la personne totalement ailleurs, enfermé sur lui-même, un génie qui crée juste en pensant, et voilà. Et c'est peut-être aussi ça, les mathématiques sont un petit peu quelque chose pour les gens, un autre monde, un petit peu à l'image du fameux Grégory Perelman, on sait sa vie, où maintenant il est vraiment, voilà. Alors je sais pas si, non, t'as pas l'air d'accord là-dessus, le mathématicien paraît un petit peu c'est pas le savant, c'est le fou hors norme dans le sens, avec tout ce qui est hors norme, les mathématiques ont cette image-là, j'ai l'impression, pour le grand public. Alors, je sais pas, alors c'est peut-être ça aussi qui peut faire peur. Oui, j'entends bien ça, mais quand on parle d'un mathématicien de ce type, on est dans ce qu'on a appelé tout à l'heure un scientifique, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille sur les maths, qui découvre des nouvelles choses. C'est pas quelqu'un qui enseigne les maths à des élèves de lycée ou de collège. Oui. Donc, des génies, il y en a dans toutes les disciplines. Il y en a en mathématiques, il y en a en philosophie, il y en a en français, en physique, il y en a un peu partout. Mais les génies, ils apportent à l'enseignement ce qu'ils savent. Et voilà, mais c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure des scientifiques. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer, la différence entre ce que c'est qu'un scientifique et ce que c'est qu'un ingénieur. Un ingénieur, c'est pas quelqu'un qui ne sait rien en sciences, mais c'est pas le même métier. Et voilà. Et puis, pour prolonger ce que tu viens de dire, je pense pas qu'on ait besoin d'être le meilleur mathématicien pour enseigner, je pense qu'on est d'accord là-dessus, et inversement, je pense qu'il y a des très bons enseignants qui... ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que il y a des très bons mathématiciens qui ne seront sans doute pas des très bons enseignants, et des très bons enseignants qui ne sont sans doute pas à ce niveau-là de connaissances. Oui, mais c'est pas du tout, c'est pas 100% vrai, puisqu'il y a aussi des excellents mathématiciens qui peuvent avoir une fibre de pédagogue. Voilà, moi j'ai des noms qui me viennent en tête. Je voulais aller un jour à Lyon, parce qu'en plus il fait des conférences de vulgarisation mathématique. Il y a un monsieur à Lyon qui s'appelle Vincent Borelli. Vous allez l'écouter parler de structure géométrique de dimension n. Quand il vous l'explique, vous comprenez tout. C'est impressionnant. Et là, il cumule les deux. Mais bien évidemment, pas du tout lié. Et je crois, pour revenir aussi, on parlait de l'enseignant de primaire tout à l'heure, être un bon enseignant en primaire, je crois que c'est très très difficile. Parce que être aussi bon dans la transmission de autant de domaines différents, moi ça m'impressionne beaucoup.
Alors, juste pour rebondir là-dessus, est-ce qu'on peut dire qu'un enseignant de primaire, c'est quelqu'un qui, même sans être un expert dans chacun des savoirs qu'il va enseigner, est capable de susciter le désir de savoir chez les enfants? C'est-à-dire qu'un enfant qui sort d'école primaire, il ne sait pas encore comment on met les lettres au milieu des chiffres en mathématiques, mais il va avoir envie de découvrir ça. Et c'est là que c'est le plus difficile. Et pour revenir à une question de départ, est-ce que le niveau aurait baissé? Effectivement, il semblerait qu'un certain nombre de personnes puissent être interpellées par une baisse du niveau scolaire et du niveau en mathématiques, mais en sciences en général, et on pourrait dire la même chose en français, hein, parce que quand je vois, moi, les notes de mes collègues psychologues et éducateurs qui ne savent pas faire une phrase sans faire 15 fautes, c'est pas mieux. Hein. Donc, est-ce que... je vois des têtes qui se baissent. Non, vraiment. Un certain nombre de mes collègues Bac plus 3 ne savent pas faire une phrase sans faire 15 fautes de grammaire dans la phrase française. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que, au-delà de la question de savoir ou de ne pas savoir, est-ce que le plus difficile aujourd'hui, c'est pas une certaine panne à l'endroit du désir de savoir, et qui, pour moi, évoque un autre point. Je ne sais pas comment le formuler, mais sans ça, on ne peut pas apprendre. Oui. Enfin, à propos du niveau qui baisse, oui, je veux bien que les niveaux baissent, mais moi j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et je ne suis pas du tout sûr qu'à leur âge, j'en savais autant qu'eux. Donc, le niveau baisse peut-être, oui, mais... Moi, je ne confirme pas du tout que le niveau baisse. C'est ce que disait un peu tout à l'heure Jacques sur les alertes voilà, d'un certain nombre d'organismes, etc. Il me semble que quand on s'intéresse au savoir des enfants, je travaille beaucoup avec des enfants et avec des ados, les enfants ont un savoir sur le monde qui est extraordinaire, mais qui ne correspond pas toujours à celui qu'on attend d'un enfant à l'école. Ça, c'est le premier point. Et le fait de ne pas pouvoir se saisir de ce savoir-là vis-à-vis de l'enfance a des effets, on parlait de frustration tout à l'heure, a des effets de point d'arrêt chez les adolescents, sans compter tout ce qu'on leur fait vivre entre les smartphones et le Covid. Et voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient mettre un point d'arrêt sur le « mais moi je peux savoir ». Et moi je reçois beaucoup d'ados à mon cabinet en ce moment qui sont vraiment dans un truc où ils sont submergés par tout ce qu'ils reçoivent d'enseignement, de contrôle, de machin, etc. Il n'y a quasiment plus de place pour ce que eux peuvent aimer. Et ça, moi ça m'inquiète énormément. Oui, mais je dirais que un enseignant de technologie, par exemple, si je prends mon cas, il apprend la technologie à ceux qui ont envie de l'apprendre. Ceux qui n'ont pas envie de l'apprendre, tant pis pour eux. Ils apprennent autre chose et c'est très bien. Alors, moi, j'aurais un certain nombre de réponses, peut-être pas, mais ce serait peut-être prétentieux. Tout à l'heure, tu parlais de la méthode de Shanghai. Je ne suis pas si convaincu, Singapour, je ne suis pas si convaincu de l'efficacité. Alors l'efficacité, c'est toujours pareil. C'est quels critères on met en place. C'est le problème de l'évaluation, en gros. Et du coup, l'efficacité est biaisée par l'évaluation. Donc je ne suis pas si convaincu parce que si on prend d'autres critères, nombre de médailles Fields, nombre de prix Nobel, l'Asie, ils ne sont pas si performants que ça. Donc, bon, après, c'est discutable à l'infini. Concernant l'aspect outillage des sciences techniques ou même du langage, là, par rapport avec David, je suis fondamentalement en désaccord, parce que à ce moment-là, tout est outil, et dire que la philosophie sortirait de ce contexte-là, c'est aussi un outil à ce moment-là. Donc tout est outillage, et moi ça m'embête un peu. Et puis, à un moment donné, je voudrais essayer de proposer une autre approche,
c'est une approche artistique. Qu'est-ce qu'on appelle l'art? L'art, c'est aller ailleurs de ce qui existe, mais c'est aussi d'optimiser ce qui existe. Qu'est-ce qu'un poème? Il utilise le langage courant et il arrive à générer quelque chose. Et pour moi, on ne peut avoir de pensée scientifique en dehors de ce genre de pensée artistique. Il faut innover, il faut penser ailleurs, et il faut sortir des sentiers battus, et en même temps, on utilise les techniques qui sont ceux qui vont produire. Parce qu'un peintre, il a beau avoir une originalité folle, Picasso, il faut aussi maîtriser une technique pour pouvoir proposer quelque chose. Mozart devait posséder une technique pour pouvoir proposer quelque chose. Donc, garder les sciences et techniques dans le seul domaine de la technicité, en oubliant que, quelque part, on aspire à passer à autre chose. Et pour répondre un peu à l'un des étudiants là, qui exprimait comment est-ce qu'on peut mettre en pratique. Mais comment mettre en pratique des concepts? Comment mettre en pratique un espace-temps? Comment mettre en pratique des situations qui, par définition, ne sont pas reproductibles. Voilà, à ce moment-là, on rentre dans une démarche qui est une démarche artistique. Je m'approprie quelque chose, et ce quelque chose me permet de représenter le monde un peu différemment, en même temps que je le représente pour les autres. Ça s'appelle Café Sciences et Philo. Ben, je crois qu'on va mettre un terme à cette soirée, parce que... Non, mais le but, c'est pas ce truc. Je venais de dire à Gaouti, je ne savais pas que tu étais philosophe. Il m'a répondu, ça s'appelle Café Sciences et Philo. Bon, bah écoutez, merci. Oui, il y a une intervention. Merci. Le mot de la fin pour un étudiant. C'est plus une remarque, notamment en mathématiques et en sciences en général, j'imagine que c'est valable dans les autres matières. J'ai remarqué qu'à des niveaux assez bas, je ne sais pas vraiment comment ça se passe dans le supérieur, mais souvent c'est les élèves qui ont les plus de difficultés, qui nous fournissent le plus de travail pour réussir, qui arrivent à le mieux transmettre leurs connaissances aux élèves parce qu'ils comprennent les difficultés que les élèves ont du mal. Les élèves qui ont des difficultés ont eu. Et moi, ce qui me pose problème, ce que je trouve un peu paradoxal, c'est que souvent les personnes qui accèdent à l'enseignement, qui deviennent enseignants, c'est souvent des élèves qui ont eu des facilités dans les domaines. Donc, ils n'ont pas forcément rencontré les difficultés auxquelles leurs élèves vont, eux, être confrontés. Et je trouve que ça, des fois, ça pose problème dans l'enseignement. Parce qu'après, l'enseignant doit lui se mettre à la place de l'élève, place qu'il n'a jamais vraiment eue, parce qu'il a toujours eu des facilités, des acquaintances avec le domaine. Comment on passe d'élève à prof? C'est pour ça que c'est un exercice très intéressant quand un enseignant va assister à un cours d'une autre discipline que celle qu'il maîtrise en fait. Allez, le dernier mot pour Guillaume. Moi, si je devais décider, si j'avais le pouvoir, quelque chose que j'imposerais bien à mes collègues, c'est que je pense qu'on devrait, en tant que prof, en tant qu'enseignant, toujours continuer d'apprendre une discipline, un sport, un instrument de musique, peu importe, quelque chose dans lequel on n'est pas spécialement bon, doué, naturellement doué, voire même quelque chose qui ne nous attire pas.
Parce que quand on fait de la musique, on se rend compte que des fois on a beau répéter des gammes. Il y a un effet de palier, on bloque, ça passe pas. Et puis on va laisser ça 3 semaines, un mois et demi, on va revenir un mois et demi, et puis le point de vocal qui s'est levé tout seul. Et des choses comme ça, quand on est effectivement dans son domaine d'expertise et qu'on pratique plus l'expérience de l'apprenant, eh ben on les oublie. Et en fait, ces mécanismes-là, on les voit tous les jours dans le quotidien des élèves, mais je trouve que c'est trop facile de l'oublier en tant qu'adulte. Et du coup, si ce n'est qu'à moi, je proposerais des cours de musique et de sport et de je ne sais quoi à tous les profs qui continuent eux-mêmes d'être des étudiants. Les apprenants. Chaque professeur a toujours la possibilité de Oui, mais ce que je veux dire, c'est que certains ne le font pas. Certains ne le font pas. Ils continuent d'apprendre des choses, mais ils continuent d'apprendre des choses qui les passionnent, des choses qui les intéressent. Et les élèves qu'ils ont devant eux, certains ne sont pas intéressés par l'enseignement qu'on leur propose. Et du coup, ils ne se retrouvent jamais dans la situation soit d'être obligés d'apprendre quelque chose qui ne les intéresse pas, ou d'être obligés d'apprendre quelque chose dans lequel ils sont en difficulté. Et du coup, ça, je trouve que c'est important comme expérience. Je pense qu'en tant qu'enseignant, on peut très bien avoir... Le micro pour l'enregistrement. Je pense qu'en tant qu'enseignant, on peut avoir quand même eu l'expérience, même dans sa propre discipline, d'échecs et de difficultés. Moi, je vais vous dire, j'ai enseigné les lettres et langues anciennes toute ma vie, mais quand j'étais élève au lycée, j'étais pourtant en première, prix d'excellence, etc. Il y avait une matière dans laquelle j'étais nulle, c'était le français, justement, et la dissertation, pour des tas de raisons, etc. Et j'ai eu d'énormes difficultés à justement comprendre ce qu'était une dissertation, comprendre ce qu'était un commentaire texte, etc. Parce que j'avais aucune culture. Parce que dans ma famille, on n'avait aucune culture. Et donc ça a été une difficulté que j'ai surmontée grâce à des professeurs en Cagne, notamment à mon professeur de Cagne, qui m'a appris involontairement, par son exemple, par des tas de raisons. J'ai compris, tout d'un coup, ça a fait une espèce d'étincelle, et puis je me suis dit, ah oui, ben ça c'est comme ça qu'il faut le faire. J'ai quand même passé l'agrégation avec la meilleure note, je le dis en toute immodestie, la meilleure note de jury en dissertation. Bon, l'agrégation de bon. Donc j'avais fait quand même quelques progrès depuis là. Mais ça c'est une chose qui est très formatrice, justement, d'avoir éprouvé des difficultés. Alors est-ce que les mathématiciens, parce qu'en français c'est facile d'éprouver des difficultés, ou en langue, mais est-ce que les mathématiciens qui sont profs de maths ont eu des difficultés? Et est-ce qu'il est possible d'en avoir plus dans certaines disciplines ou dans d'autres? Est-ce que vous n'êtes pas tout destiné justement en mathématiques à ingurgiter, à gober tout ça sans problème? Il faut apprendre ce qu'on n'aime pas. Oui, sur lequel on n'a Ça sera le mot de la fin. Je pense que les maths c'est très vaste et à l'image du français. Et moi je me souviens, en n'ayant pas eu une formation purement mathématique justement, devoir batailler, excusez-moi du terme, pour le concours et rivaliser avec, parce que c'est un concours, il faut gagner sa place, avec des gens qui, eux, avaient fait que des maths depuis le bac. Non, j'avais des domaines des mathématiques. Vraiment, on a à l'intérieur des maths plein de domaines différents et c'est très vaste et du coup on ne peut pas être à l'aise partout. Et ça t'a servi pour l'enseignement? Oui, mais comme cette année je me suis inscrit à un cours de natation parce que j'étais un piètre nageur, j'y vais tous les mardis midi, j'y étais ce midi. Et ça me fait un bien fou d'être en échec. Voilà, on va s'arrêter là-dessus, ça fait un bien fou d'être en échec.